L'économie autrement. Une émission sur le secteur public, la santé et l'économie sociale et solidaire. Bonjour à tous, bienvenue sur nos ondes pour cette nouvelle édition de l'économie autrement en ce mardi 15 décembre 2020. Au micro, Perrine Lahaye. Cette émission, l'économie autrement, est le rendez-vous mensuel de Radio KPMG destiné à décrypter les grands enjeux de la santé, du secteur public et de l'économie sociale et solidaire. Cette nouvelle édition sera consacrée aux enjeux climatiques qui sont à la une de l'actualité. En effet, 5 ans exactement après l'accord de Paris, le président de la République a rencontré hier, le 14 décembre, la Convention citoyenne pour le climat, à quelques semaines de la présentation du projet de loi issu des travaux de cette convention. Élévation du niveau de la mer, dérèglement climatique, précipitations extrêmes, canicules, tous ces phénomènes dont nous sommes les témoins sont alarmants. Le rapport spécial du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, prône l'atténuation, à savoir comment réduire les sources d'émissions et augmenter les puits de gaz à effet de serre. Nous verrons comment les entreprises et les organisations apportent leur contribution dans ce domaine. Au sommaire de cette édition, tout d'abord l'édito de Bernard Bazillon, directeur national économie sociale et solidaire de KPMG. Dans le grand angle, nous nous entretiendrons des enjeux climatiques avec Isabelle Autissier, présidente du Fonds mondial pour la nature, WWF France, fervente défenseuse de l'environnement et de la mer en particulier. Et enfin le Zoom, dédié à Time for the Planet, une start-up créée en 2019 pour lutter contre le dérèglement climatique. Nous donnerons la parole à Nicolas Sabatier, un de ses cofondateurs. Tout de suite, l'édito de Bernard Bazillon. L'édito. À l'occasion des 5 ans de l'accord de Paris, le monde fait de nouvelles promesses. L'ONU appelle à déclarer l'état d'urgence climatique. Son secrétaire général préconise de réduire les émissions mondiales de 45% par rapport à 2010 d'ici 2030, l'horizon des objectifs de développement durable. De la COP21 à la Convention citoyenne pour le climat, l'écologie est montée en puissance. On constate son émergence et son enracinement dans les différentes sphères de la société. Les entreprises du CAC 40 se sont aussi engagées à adopter une nouvelle norme pour comptabiliser leurs émissions de CO2. Les rapports financiers des grands groupes français intégreront prochainement davantage d'informations sur leur impact environnemental dans le cadre de leur déclaration de performance extra-financière. La crise du coronavirus accélère la prise de conscience des enjeux sociétaux et environnementaux. En même temps, l'impératif économique restera à l'avenir prédominant. La sortie de crise que nous espérons tous devrait offrir une opportunité de rebond pour nos entreprises et pour nous tous. Toutefois, un risque de repli et de régression vers d'anciens modèles existe également avec son lot de tensions, de fractures sociales ou de récession économique. Plus que jamais, il est urgent de réinventer un modèle plus résilient, conciliant objectifs financiers, solidarité et développement durable. Aujourd'hui, il convient de passer de l'intention à l'action et de concrétiser nos engagements. La dirigeante fondatrice du cabinet Utopie, Elisabeth Laville, le résume ainsi. Pourquoi ne pas orienter la transformation de l'entreprise au service d'une transformation même de la société ? Les professionnels de KPMG peuvent y contribuer en accompagnant l'évolution des organisations. Cependant, en dépit des progrès accomplis par les entreprises 5 années après l'accord de Paris, le décalage est très important entre les engagements des pays d'une part, ce que font les entreprises d'autre part et les émissions qui continuent d'augmenter. À cet égard, je citerai Gilles Vermaux-Desroches, directeur du développement durable de Schneider Electric. Le débat de demain devra être multi-parties prenantes entre les États et la considération de ce que font les entreprises d'aujourd'hui et ce qu'elles préparent comme transition pour demain. En conclusion, je dirais que l'accord de Paris ne va pas contre les entreprises, mais le secteur privé a une responsabilité majeure dans la protection de l'environnement en faisant le choix de la transition énergétique. Dans cette dynamique, l'économie sociale et solidaire apparaît comme un partenaire clé de la transformation des modèles économiques grâce à son ancrage territorial. Grand angle. Poursuivons maintenant cette émission avec le grand angle. À notre micro, nous avons l'honneur et le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Isabelle Autissier. Quand on pense aux premières femmes de la course au large, les noms de Florence Artaud, Hélène MacArthur et bien évidemment le vôtre, Isabelle Autissier, viennent tout de suite à l'esprit. Vous êtes notamment la première femme à avoir réalisé un tour du monde en solitaire en 1991. Vous avez coutume de dire que vous avez plusieurs vies. Scientifique de formation, ingénieur agronome, vous avez été tour à tour enseignante, navigatrice bien entendu, écrivain et même chroniqueuse radio. Depuis toujours, vous êtes une fervente défenseuse de l'environnement et de la mer. À ce titre, vous êtes aujourd'hui présidente de la branche française du WWF
et également membre du Conseil économique, social et environnemental. Bonjour Isabelle Autissier. Bonjour. Ce week-end, le 12 décembre précisément, ont été célébrés les 5 ans de l'accord de Paris et à cette occasion, l'Union européenne s'est engagée à baisser de 55% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. En mai prochain se déroulera la COP15 avec la biodiversité comme sujet central. Autant de bonnes raisons pour vous donner la parole sur le sujet de la protection de l'environnement. Tout d'abord, que vous inspire l'accord signé ce week-end par l'Union européenne ? Écoutez, c'est un bon début. Enfin, c'est indispensable. Vous savez que pour être aligné sur les 1,5 degré, on devrait baisser nos émissions de 65%. L'Union européenne a réussi à se mettre d'accord, et vous savez la complexité d'obtenir un accord à 55%, en trichant un petit peu quand même, puisque dans ces 5%, elle a réintégré l'absorption du carbone par les forêts. Donc, on n'est pas vraiment à une baisse de 55%, mais plutôt autour de 48% à peu près. Donc, c'est pas assez, mais c'est quand même un premier pas. Ça va donc obliger les États, en particulier pour nous, l'État français, à revoir leur copie de manière extrêmement significative, puisque aujourd'hui, on est quand même encore très, très loin du compte. Donc voilà. Donc, écoutez, au titre de président du WWF, je peux dire qu'on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, et que j'espère qu'en tout cas, c'est un premier pas vers une démarche qui va être très rapidement concrétisée, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, et que ça va ensuite nous permettre de faire un second pas vers vraiment une application des accords de Paris. Concrètement, en tant que présidente du WWF, quelles relations entretenez-vous avec les entreprises, qui sont des acteurs majeurs susceptibles de changer la donne, toujours dans le domaine bien entendu de la protection de la planète ? Oui, bien sûr. Écoutez, le WWF a cette particularité de travailler beaucoup en concertation avec les entreprises et de manière très rapprochée, pas seulement pour dénoncer leurs mauvais agissements quand elles en ont, ce qu'on peut faire bien sûr, mais surtout pour les accompagner dans la voie d'un chemin non seulement plus vertueux, mais qui est aussi, à mon sens, le seul valable, qui est un chemin de retour vers le respect au fond des limites planétaires. Comment ça se passe? Le WWF, dans le monde entier d'ailleurs, dans les 100 pays à peu près où nous sommes présents, travaille avec les entreprises sous forme d'une contractualisation sur plusieurs années avec des objectifs en termes de développement durable que nous définissons ensemble, qui peuvent être par exemple des objectifs carbone, mais qui peuvent être des objectifs biodiversité, vous avez évoqué ces questions, qui peuvent être des objectifs consommation, qui peuvent être des objectifs sur leur filière d'approvisionnement. Et ensuite, avec un comité de pilotage un peu classique entre eux et nous suivons l'avancement de leurs travaux et l'avancement de la transformation en quelque sorte de ces entreprises. Donc évidemment, c'est très varié. On travaille aussi bien avec des très grandes entreprises du CAC 40 qu'avec des PME, souvent sous forme un petit peu plus allégée, on va dire, pour elles. Justement, quand vous parlez d'accompagnement des entreprises partenaires de WWF, celles-ci s'engagent en contrepartie à être transparentes et à communiquer sur leurs actions destinées à réduire leur impact sur le climat. Jouent-elles vraiment le jeu ? Si elles jouent pas le jeu, si elles veulent pas jouer le jeu, il ne faut pas qu'elles viennent nous voir. Nous, en fait, on a beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir pour nous demander de collaborer parce que elles ont compris d'abord le rôle des ONG spécialisées, que le WWF est basé sur la science, donc on n'est pas là pour porter l'anathème de manière un peu inconsidérée. Voilà. Si elles veulent pas jouer le jeu, si elles veulent pas se tenir compte des impacts climatiques ou des impacts de biodiversité de leur travail, il vaut mieux qu'elles passent leur chemin et voilà. Donc celles qui souhaitent travailler avec nous, évidemment, elles jouent le jeu de la transparence et je vous ai dit que on avait un comité de pilotage pour chaque entreprise avec qui on travaille, qui se réunit très très régulièrement. Donc on suit leurs avancées. Donc effectivement, là, on a besoin qu'ils nous fournissent un certain nombre de données, de points d'étape, etc. Donc j'ai pas de souci, ça se passe bien parce que encore une fois, on met du temps avant d'établir ces partenariats. On discute pendant plusieurs mois et donc on est ensuite bien sûr que l'un et l'autre partenaire, on veut bien aller dans ce sens-là. Donc non, globalement avec ceux avec qui on travaille, il n'y a pas de souci. Concrètement, pouvez-vous nous donner des exemples d'engagement que prennent les entreprises partenaires de WWF ? Oui, écoutez, la plupart du temps, c'est des entreprises qui viennent nous voir. Ça peut arriver que nous, en fonction de l'analyse qu'on a faite de leur empreinte environnementale, on décide que ce sont des entreprises qui nous intéressent, entre guillemets, en tout cas que ça nous intéresse de les faire bouger. Donc on va échanger. D'abord, nous, on va faire un peu une analyse de leur empreinte.
On va essayer de regarder où est-ce que leur empreinte est la plus forte. Est-ce que c'est carbone, biodiversité, par exemple, ça peut être production de plastique ou des choses comme ça, ou pollution en général. Et puis, on va échanger avec l'entreprise en question sur quel sujet on va travailler. C'est rare qu'on puisse travailler sur tout, mais pour vous donner quelques exemples, avec des grands distributeurs, par exemple, on peut travailler sur le taux de certification, par exemple des produits issus du bois ou des produits issus de la pêche ou des produits issus du monde agricole, de manière à faire monter la quantité de produits certifiés. On va travailler avec certaines entreprises très émettrices de CO2 pour les intégrer dans le programme 2 Degrees Target du WWF, qui correspond au fait qu'on demande aux entreprises de s'aligner sur les accords de Paris, en fait, comme si elles étaient un État, c'est-à-dire de faire baisser leurs émissions de carbone avec un horizon 1,5 degré à la fin du siècle. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être avec d'autres entreprises un travail sur leur filière amont, de manière à garantir que leurs approvisionnements ne viennent pas je pense par exemple à tout le secteur agroalimentaire, que leur approvisionnement ne vienne pas de secteurs pour lesquels on pratique de la déforestation, ou pour lesquels on pratique de la conversion des terres, ou pour lesquels on pratique de l'exclusion des populations locales. Donc voilà, à chaque entreprise, en fait, on va vraiment essayer de voir avec eux où est-ce qu'ils ont, j'allais dire, la marge d'amélioration la plus efficace, de manière à leur permettre d'agir là-dessus et puis petit à petit, de fil en aiguille, en quelque sorte, de basculer sur des logiques différentes. Vous avez plusieurs casquettes, Isabelle Autissier, je l'ai dit en introduction. Vous êtes également membre du CESE, Conseil économique, social et environnemental, dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement. À ce titre, quelles sont les actions clés à mener à court terme pour accélérer la transition énergétique ? Écoutez, nous, on a rendu, dans la section environnement du CESE, à laquelle j'appartiens, on a rendu un certain nombre d'avis. En gros, on est là pour apporter des avis au gouvernement à partir de documents qui nous fournissent. Je pense par exemple à la stratégie nationale bas carbone, à la programmation pluriannuelle de l'énergie, à la loi qu'on attend de manière imminente là sur les questions climat et empreinte climatique, un petit peu rapidement appelée loi convention citoyenne, où là on est amené à porter un jugement. C'est vrai que par exemple quand on a fait le travail de manière très précise sur la stratégie nationale bas carbone et sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, on a bien mis en évidence que ces programmes pluriannuels n'étaient pas dans les clous de l'accord de Paris. Et que si on voulait vraiment être dans les clous et respecter les engagements que nous avons nous-mêmes signés, qui en plus se sont passés sur notre sol et à notre grande fierté, voilà, on a fait un certain nombre de propositions de modifications. Après, bien sûr, ces textes appartiennent aux législateurs et à l'État globalement. Donc nous, on peut pas aller au-delà. On va faire ce travail. Là, on attend donc la première mouture de la loi qui devrait donc passer au Parlement au début de l'année prochaine sur ces questions climat pour voir si c'est cohérent. Parce qu'en fait, le gros travail qu'on essaye de faire, nous, c'est de décrypter ces lois, de les mettre en regard éventuellement les unes les autres, de les mettre en regard de la politique territoriale, souvent, parce que c'est un élément extrêmement important, voilà, des différentes politiques pour dire, et bien sûr de l'aspect scientifique, de la vie de la science, pour dire, là, oui, c'est cohérent, il n'y a pas de souci, ou au contraire, et malheureusement, c'est assez régulièrement le cas. Là, vous annoncez, par exemple, des objectifs qui sont infaisables, ou vous annoncez des objectifs sans calendrier, sans point d'étape, et donc là, on attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'à ce moment-là, ça ne marchera pas, quoi. La crise sanitaire actuelle renforce l'idée de notre grande vulnérabilité face à la nature. À votre avis, cette prise de conscience va-t-elle modifier les priorités pour protéger la planète ? Je pense que dans l'esprit du citoyen, en grande partie, surtout dans nos pays industrialisés, on s'est en gros toujours pensé comme bien au-dessus de la nature, capable de tout régenter, de tout maîtriser et de tout décider, et en gros, de faire plier la nature pour qu'elle rende des richesses que les uns et les autres s'approprient de manière plus ou moins équitable. Mais ça, c'est pas le sujet. Or là, on se rend compte que, en fait, non, nous appartenons à la nature, nous sommes une des espèces de la nature, une espèce particulière, certes, mais quand même, et qu'au fond, nous n'avons pas d'autre solution que d'avoir une activité sur cette planète qui soit respectueuse du fonctionnement de cette planète et en harmonie avec à la fois les fondamentaux climatiques, écologiques et du vivant. Parce que sinon, tout simplement, quand nous déréglons la machine, ça se retourne contre nous. C'est une des choses qu'on a vues à l'occasion du Covid, qui avait été parfaitement bien anticipée il y a 15 ans. Il y a des rapports d'experts auprès de l'ONU qui décrivaient de manière très précise exactement la crise que nous avons vécue, en indiquant que c'était les atteintes à la biodiversité qui créaient ces dérèglements.
Donc, je pense que le citoyen a pris conscience de manière un petit peu, entre les lignes de cette réalité, qu'un certain nombre de collectifs, d'entreprises, les États nous ont promis qu'ils avaient compris. Maintenant, j'attends d'être sûr qu'ils joignent le geste à la parole pour être sûr qu'il ne va pas retomber dans ce qu'on a un peu facilement appelé le monde d'avant, c'est-à-dire un monde où les décisions se prennent uniquement à l'aune économique et à l'aune de la profitabilité. On voit bien que ce raisonnement-là nous a globalement amenés dans le mur et qu'il continuera à nous amener dans le mur si nous ne sommes pas capables collectivement de changer ce raisonnement et d'intégrer de manière prioritaire les questions de la planète et les questions de l'environnement dans nos modes de choix. Un grand merci à vous, Isabelle Autissier, pour votre témoignage et votre incitation à agir et à agir vite, tous autant que nous sommes, collectivement, mais aussi individuellement, pour protéger la planète. Le Zoom. Dernière rubrique de l'émission, le Zoom. Nous recevons Nicolas Sabatier, cofondateur de Time for the Planet, une société dont la mission est de lutter contre le dérèglement climatique en créant des entreprises et en partageant les innovations en open source. Bonjour Nicolas Sabatier. Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, ma première question porte sur le statut de Time for the Planet, une société commerciale à but non lucratif. Juridiquement, ce statut n'existe pas. Pourquoi avez-vous fait ce choix ? Eh bien, tout simplement pour aligner notre fonctionnement sur notre mission. On a décrété qu'on voulait lutter contre les gaz à effet de serre et donc dans nos statuts, on a écrit que la distribution de dividendes serait conditionnée au fait que l'écart de température à la surface du globe reviendrait à 0 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Qu'est-ce que cela implique en termes de gouvernance ? La Terre appartient à tout le monde, on a voulu que Time for the Planet appartienne à tout le monde. N'importe qui peut devenir actionnaire, des citoyens, des fonds, des entreprises, des associations, des collectivités publiques. Tout le monde peut devenir actionnaire à partir d'1 €. Un an après son lancement, Time for the Planet a levé plus d'1 200 000 € et environ 7 300 actionnaires ont rejoint la société. Dans un deuxième temps, Time for the Planet va investir dans des entreprises dont l'objectif sera de lutter contre les gaz à effet de serre. Quelles actions concrètes vont être engagées par ces entreprises ? Oui, dans son rapport, le GIEC préconise qu'il y ait de l'innovation en plus de la sobriété qui soit déployée pour atteindre les objectifs. Donc notre mission, c'est de trouver des innovations qui ont un lien direct avec les gaz à effet de serre. 2 exemples, un en high-tech et un en low-tech. Le premier, c'est qu'on peut stocker de la donnée informatique sur de l'ADN synthétique. Donc si on arrive à déployer ça, il faut s'imaginer que l'intégralité des données du monde entier tient dans le coffre d'une voiture. Et de l'autre côté, pour éviter les émissions de CO2 liées au béton, des chercheurs lillois ont inventé un géopolymère minéral qui permet de solidifier de la terre, du sable ou de l'argile et donc de construire avec moins d'émissions. Nous ne manquerons pas de suivre les actions et réalisations de Time for the Planet en 2021. Vos témoignages à tous les trois nous confortent dans l'idée que la transition écologique est en cours et qu'elle doit être intégrée dans les nouveaux modèles économiques. L'urgence est maintenant à l'action. Les engagements politiques successifs doivent être suivis des faits au plus vite. Le prochain grand rendez-vous aura lieu en mai 2021 avec la conférence internationale sur le climat, la COP15, dédiée à la question de la biodiversité. La 7e édition de l'économie autrement se termine. Un grand merci à nos invités et également à tous les contributeurs de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous le mardi 26 janvier pour une nouvelle émission. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes fêtes, placées cette année sous le signe de la prudence. Prenez soin de vous et de vos proches. À l'année prochaine sur nos ondes. L'économie autrement, une émission de Radio KPMG.